Okay, good morning, everybody. Bonjour Welcome tout le to monde. the second webinar Alors, of bienvenue au this deuxième webinaire. all about the decommissioning of Building 250 at Chalk River Et Lake. donc, il s'agit de Before we get started, de CRL is la formally nominated an désactivation laboratory of the Algonquin and Anishinaabe people. des laboratoires Chalk River. Je reconnais également l'hommage que nous devons aux CNL also recognizes communautés First Anishinaabe et Nations également les contributions and other apportées indigenous par les communautés engagement and support métis, autochtones aussi, in particular pour le in the renforcement de la province of communauté, en Saskatchewan. particulier dans notre province et dans le pays dans son ensemble. So a few housekeeping details. Alors, quelques petits détails concrets avant de commencer. Simultaneous translation. Donc, vous bénéficierez de l'interprétation simultanée pour ce webinaire. Si vous voulez entendre en français, vous pouvez appuyer sur l'icône correspondante en bas de votre écran et vous pourrez choisir la langue de votre choix. Et donc, nous prévoyons d'avoir un exposé d'environ une trentaine de minutes et puis le reste sera consacré à la période de questions. Et pour soumettre une question, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous le mettrez dans la fonction correspondante. Et donc, et si jamais nous manquons de temps pour répondre à vos questions, eh ben, nous répondrons par écrit à toutes les personnes intéressées. Et donc, tout cela sera affiché sur notre canal YouTube. Et si vous voulez, donc, vous pouvez également écrire à ERM Stakeholder. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Michael Giardini et donc je suis membre de l'équipe des relations avec les parties prenantes et les exposants aujourd'hui sont le directeur du programme de désactivation, Patrick Aikens, et le directeur de projet, Patrick Manfield. Et donc, nous allons commencer nos exposés sans plus tarder. Et j'essaie de gagner un peu de temps parce que je vois que nous avons eu l'un des canaux qui s'est un petit peu paralysé. Alors, donnez-moi un tout petit instant. Live, eh? That's what happens. One sec, guys. I'll just it's loading. Ce sont des choses qui arrivent, mais c'est en train de télécharger. Now I will have to share my screen. Voilà. Alors, je débarrasse mon écran. Okay, so Patrick Aikens. Patrick Aikens, qui vous pourriez peut-être vous présenter. Merci Mike. Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Aikens et je suis directeur de l'exécution de programme. Et donc, j'ai quelques 9 expériences dans le domaine de la désactivation. Et je vous donne quelques informations concernant les fonctions de nettoyage et comment la désactivation s'inscrit dans ce contexte pour les labos de Chalk River. Puis, je parlerai de l'évolution de notre équipe, notre point de départ, notre progression en matière de, notamment de réduction des dangers et les progrès qui ont été accomplis. Alors, commençons par la fonction de nettoyage. Merci.
Donc, c'est un processus homogène qui comprend 3 programmes: l'utilisation des terres, démolition et également remise en état de l'environnement. Alors, la désactivation, la démolition consiste à faire ces opérations d'une façon qui soit conforme à nos cycles, de manière à parvenir à la prochaine utilisation des terres de façon efficace. Ensuite, le sujet dont nous avons parlé de façon plus détaillée très récemment. Diapo suivante. Donc, avant de passer en 2015, le programme était assez réduit et en fait limité à des activités de surveillance. Et donc, à Chalk River, il s'agissait de vérifier les risques. Et pendant ces années, nous avons commencé avec une certaine lenteur d'exécution à Chalk River pour renforcer la capacité locale. Et la majeure partie du travail que nous avons fait, c'était des démolitions simples sur petite échelle. Et puis, nous avons accéléré sur la base d'une expérience acquise. Et donc, nous avons des démolitions actives sur petite échelle. Et puis également de bâtiments à plusieurs étages. Et ensuite, nous sommes passés maintenant à un travail à plein potentiel, à pleine échelle. Et donc, nous avons augmenté nos investissements également dans les équipements et dans les technologies pour nous attaquer à des installations beaucoup plus complexes et beaucoup plus amples. Diapo suivante. Donc maintenant, pour ce qui est de ce qui a été fait et commencé en 2015, nous avons démoli 114 bâtiments avec une réduction d'empreinte de 283 000 pieds carrés, mais en fait, nous sommes fiers de nos statistiques en matière de déchets propres parce que nous avons 20 000 tonnes donc, de kilos de ces déchets qui sont des déchets propres. Et donc, nous avons des débris de construction, et également du ciment et du béton, et ceci a été déménagé du site. Pour ce qui est de l'amiante, nous avons une quantité importante qui était utilisée depuis les années 40 jusqu'aux années 60, et donc tout cela a été éliminé par des équipes qualifiées et également déménagé. Ensuite, les déchets dangereux avec les PCB et d'autres ont également été débarrassés. Et puis, nous avons quelques 3000 kilos de déchets radioactifs à faible niveau. Et donc, c'était des éléments et des composantes qui avaient pu être contaminés. Et puis, nous avons les déchets mixtes qui sont donc dangereux mais à faible niveau. Et enfin, nous avons les déchets radioactifs à de niveaux intermédiaires à élevés. Et donc, nous avons quelque chose comme 800 kilos de déchets à haute intensité. Et donc, cela a donné lieu à nettoyage. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous passons maintenant au projet important. Pour beaucoup d'installations qui existent déjà depuis de longues années, il faut restructurer. Il y a donc des projets qui durent plus longtemps et qui comprennent plus de risques. Nous allons parler de la série B250, mais nous en parlerons bientôt. Il y a aussi les B200, la retransformation du plutonium et le déclassement de certains réacteurs. Je suis sûre que nous allons pouvoir vous en parler dans des webinaires futurs. Les objectifs et les résultats que nous voulons. Nous parlons ici du premier grand projet de déclassement au Canada.
Donc, nous établissons des procédures de déclassement qui s'alignent avec les règlements. Nous utilisons des processus qui comprennent des simulations, la caractérisation, la remédiation, le retrait de systèmes et de composants actifs en utilisant des pratiques de protection radiologique. L'idée, c'est d'être commercialement viable et de renforcer nos capacités internes pour être en mesure d'aider à d'autres processus de démantèlement. Donc, voici, c'est le résumé. Je vais passer la parole à Patrick Mansfield qui s'occupe du bâtiment 250. Merci, Patrick. Nous partageons également, à part nos noms, notre garde-robe, mais ce n'était pas planifié. Je m'appelle Patrick Mansfield. Je suis responsable de la sécurité et du déclassement du bâtiment 250. Et le processus utilisé ici sera également appliqué à d'autres à Chalk River. Je vais vous parler des activités entourant les travaux dangereux pour que le bâtiment puisse être démoli. Le bâtiment 250 a une histoire impressionnante. C'est un laboratoire multidimensionnel construit entre 1949 et 1953. Il a été construit en 3 phases, 3 tours différentes. La tour nord que vous voyez tout près, la tour sud ainsi que la tour centrale. Il contient du béton, surtout dans la tour nord. Dans la tour intermédiaire, il y a du béton et du bois. Et dans la tour sud, du béton, de l'acier et du bois. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ici, à gauche, vous voyez une photo de 1949. C'est la première tour qui a été construite. La tour nord elle-même a été construite en 3 ou même 4 phases. Ici, vous voyez les échafaudages et la structure pour la prochaine phase de béton. La photo de gauche montre la tour nord, presque complète. C'est une photo du printemps de 1951, vue vers le nord-ouest. Maintenant, vue vers le sud-ouest, il reste les dernières activités de bétonnage. Avec cette histoire bien respectée, il y a eu beaucoup d'activités avec des isotopes radioactifs. La tour a aussi servi pour le programme d'hydrogène. Vous voyez également les équipements qui sont nécessaires pour le programme d'eau lourde et pour d'autres expériences. Dans la tour nord, il y a la cellule chaude qui appartenait au département de chimie. La tour nord a également des équipements qui appuient les activités de corrosion et de décontamination pour le site. Prochaine diapositive. Comme l'installation a fonctionné pendant 70 ans, il y a des dangers différents, des risques radioactifs, de l'asbestos, des produits industriels et chimiques. Et étant donné qu'il y a beaucoup de bois dans la structure, il y a un risque d'incendie. Pour vous donner une idée du calendrier, nous avons reçu le bâtiment en 2018
Après le déplacement de notre département de chimie, il y a eu des activités intensives de nettoyage. Maintenant, nous sommes à la phase de réduction de sources et le déclassement général, après quoi on va démolir et après quoi on atteint l'état final. Le processus de déclassement, si vous ne le connaissez pas, suit des phases qui sont adaptées non seulement à B250, mais à d'autres. C'est la pratique industrielle. On entre dans le bâtiment, on fait une évaluation pour bien comprendre l'histoire du bâtiment, les opérations qui y ont eu lieu pour voir comment on peut le démolir de façon sécuritaire. Après cette évaluation initiale, il faut identifier les dangers et le faire de façon rapide et efficace parce que nous ne voulons pas exposer les travailleurs pendant les activités de déclassement. Il y a donc la phase de caractérisation qui est un processus continu du début jusqu'à la fin. La caractérisation implique peler le bâtiment comme un oignon jusqu'à ce qu'on arrive à la base. On prend des échantillons pour analyser et ces échantillons nous permettent de voir ce qu'on peut enlever du bâtiment et comment il faut l'enlever avant de démolir le bâtiment. Il y a un programme de disposition de déchets lourds auquel nous adhérons avec attention. Je reviens au processus général, la caractérisation, échantillonnage et analyse. Le bâtiment est caractérisé, on prend des échantillons des surfaces, des tuyaux actifs et non actifs, des composants et même de la structure. Ces échantillons sont analysés sur le site et autre part, ça dépend de la disponibilité des équipements d'analyse, ce qui nous permet de voir quels dangers sont présents, quels produits dangereux pour qu'on puisse voir comment il faut les traiter. Après cela, nos équipes peuvent commencer à enlever certains équipements de façon sécuritaire. Comme j'ai dit, nous voulons atténuer les dangers. Les dangers ne sont pas forcément seulement des dangers industriels. Il y a également des dangers radioactifs. Voici la préparation pour enlever l'asbestos, l'isolement en amiante. Il y a beaucoup d'amiante dans le bâtiment. Il faut bien planifier ces mesures. Le travail est géré par notre équipe de sécurité, de santé, sécurité industrielle. Une fois que tous les déchets sont éliminés, on nettoie l'air pour que le personnel puisse retourner dans le bâtiment. Si vous avez vu notre site, vous allez savoir que dans les années 50 et 60, il y avait beaucoup de matériaux de construction en amiante, par exemple les planches de l'extérieur. Notre équipe radiologique évalue l'extérieur et caractérise l'extérieur. S'il n'y a pas de danger de radioactivité, nos équipes commencent à enlever ces produits en amiante qui recouvrent le bâtiment. Après cela, nous couvrons le bâtiment pour le protéger contre les intempéries et les insectes. La dernière étape,
c'est d'enlever les systèmes, les structures et les éléments. Il y a là aussi une caractérisation qui se fait pour déterminer comment ils seront enlevés, emballés et enlevés du bâtiment. Ici, l'équipe est en train d'enlever des systèmes de ventilation pour produits dangereux. Vous voyez là où un échantillon a été pris. Il y a toutes sortes d'équipements, y compris des équipements de ventilation et de drainage qui ont été en contact avec des produits radioactifs ou dangereux. Voici les données sur les déchets OB250. Nous avons déjà enlevé 250 000 kilos de déchets, dont la plupart étaient des déchets propres. La seule chose que nous ne présentons pas ici, c'est le montant de déchets qui est réutilisé. Je vais parler de ce que nous réutilisons. Nous essayons de pouvoir recycler et réutiliser tout équipement qui serait en bon état et serait utile. Nous allons maintenant parler de projets qui ont eu lieu dans le bâtiment, l'installation de tritium. En 2019, ce projet a commencé. Il y avait 2 boîtes à gants qu'on utilisait pour travailler avec le gaz de tritium ou dans le tritium dans une autre forme. Nous avons embauché des personnes qui savaient utiliser ces dispositifs qui maintenant ont été isolés et enlevés et emballés comme il fallait. Une fois que les composants dangereux ont été enlevés, nous pouvons caractériser ce qui reste pour savoir comment il pourra être recyclé. Une fois que ces équipements aient été enlevés, les équipes ont pu éliminer les autres sources de tritium qui existaient dans les tuyaux de façon sécuritaire. Comme vous voyez à gauche, il y a maintenant un laboratoire qui est complètement vide et à droite, vous voyez l'équipe dédiée qui, en 2 ans, a pu éliminer 90% de danger lié avec le tritium avec aucun incident de sécurité. Voici notre cellule chaude. Nous en avons 2, les cellules 3 et 4. Ils avaient été laissés en très mauvais état avec beaucoup de déchets stockés dans la cellule même. Nous avions dans notre plan une méthode pour enlever les déchets de ces installations. Il fallait pour ce faire comprendre les opérations historiques du bâtiment et comprendre de quoi étaient composés les déchets. Les équipes ont utilisé des scénarios de simulation dans des cellules chaudes semblables. Ces manipulateurs sont des extensions de vos mains qui permettent à l'équipe de fonctionner sans avoir à toucher ce qui est dans la cellule ou avoir à entrer dans la cellule. Les fenêtres par lesquelles ils observent ont une épaisseur de 8 pouces et contiennent du plomb. Ils ont pu extraire des échantillons pour les analyser. Les équipes ont extrait
tout ce qui avait été utilisé dans cette cellule pour les envoyer à des sites appropriés après que ces sources de danger avaient été éliminées. Les équipes pouvaient entrer dans la cellule pour enlever les composants plus larges. Maintenant qu'elle est vide, la cellule doit être décontaminée. Prochaine diapositive. Une fois les cellules nettoyées et prêtes pour un assainissement plus poussé, on peut réfléchir à la démolition. Nous avons commencé par éliminer les éléments de manipulation qui ont dû être eux-mêmes décontaminés et pourront être réutilisés dans d'autres cellules chaudes. Au milieu, vous voyez ce qu'il a fallu faire pour enlever les fenêtres de la cellule chaude. La cellule chaude a 2 fenêtres. Chaque fenêtre pèse quelques 800 livres. Ces fenêtres ont été extraites, décontaminées et peuvent maintenant être utilisées dans la nouvelle cellule chaude qui sera prête d'ici 2030. L'équipe des cellules chaudes est bien lancée dans les activités de caractérisation pour voir ce qui reste dans la structure de béton et pour voir s'il y a d'autres éléments qui doivent être enlevés avant la démolition. Il y avait également au sous-sol un entreposage actif, un réservoir actif. L'échantillonnage a été fait en 2020 par nos équipes. Le personnel a porté des équipements de protection supplémentaires. Dans la photo du milieu, vous voyez le personnel dans des habits qui les protègent de la radioactivité et ils portent également des respirateurs. On a vu qu'il restait du liquide dans le réservoir. Un échantillon a été pris du liquide et il a été envoyé à notre département de chimie pour être analysé. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Après avoir reçu les données de caractérisation, nous avons compris qu'il allait falloir enlever ce liquide de façon sécuritaire. Il fallait donc un flacon blindé. Nous avons travaillé avec l'équipe de conception à l'interne et à l'externe, ce qui nous a permis de créer une fiole pour transférer le liquide. Après cela, il a fallu un système de transfert pour pomper le liquide du réservoir vers le flacon. Nous allons vous montrer le processus si vous cliquez sur la diapositive. Le liquide est extrait du réservoir, la pompe le tire vers une pochette qui le renvoie vers la fiole. La fiole a 2 systèmes pour contenir le liquide, pour qu'il n'y ait pas de perte. Le mécanisme avait également 2 parois pour qu'il n'y ait pas de fuite pendant le transfert. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Une fois que ces équipements ont été construits, eh bien, l'équipe a fonctionné pendant 6 mois dans une maquette à grandeur réelle pour voir les comportements.
des ingrédients et ça a été considéré comme viable et donc ça a été adopté pour les activités et au moment de l'exécution, l'équipe de terrain avait bien saisi les dimensions du travail et des risques aussi. Et donc, vous voyez ici dans la photo du milieu, vous voyez donc le contenant avec ces tubulures qui l'équipe et également ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passait, c'est qu'il y avait une autre équipe qui était là pour le soutien à proximité avec des caméras et des caméras indirectes. Et donc, le travail a été accompli absolument selon les prévisions et sans problème de risque. Ensuite, nous avons prélevé le contenu du contenant. Nous l'avons assujetti à un processus de cimentation et nous l'avons ensuite réduit à un état liquide qui est beaucoup plus gérable. Diapo suivante. Et donc, au moment de l'extraction du liquide dans des conditions de sécurité, l'équipe est allée ensuite pour éliminer le plomb. Et vous voyez la photo à gauche, il y avait donc un revêtement double en plomb. Et donc, chacun de ces revêtements pèse environ 50 livres. Et donc, on s'est entraîné à l'extraction sécuritaire. Ensuite, ça a été repris, prélevé dans le sous-sol cet automne. Et ensuite, ça a été placé dans le contenant à déchets. Et novembre, l'extraction avait été achevée. Et nous avons ici un groupe de personnes qui sont heureuses de la mission accomplie, puisqu'on a réussi à sortir également le contenant du bâtiment. Diapo suivante. Et donc, avec la majorité des risques élevés éliminés du bâtiment, et donc on est passé à la démolition et nous avons fait une vente aux enchères ou une mise aux enchères du chantier de démolition. Et compte tenu de la conception de la structure et des tours, nous avons déterminé qu'il fallait une démolition par étape. C'était à recommander. Et donc, nous passerons dans le détail non seulement de la conception, mais de la planification. Et donc, cette démolition sera faite pendant que les opérations seront maintenues dans le bâtiment avec les parties prenantes qui vont pouvoir nous guider. Diapositive suivante. Ici, vous avez une restitution de la façon dont, pour montrer à certaines parties prenantes la façon dont nous allons nous y prendre pour éliminer le bâtiment. Nous allons commencer par la tour centrale, le débarrassage d'équipements lourds, puis nous allons ensuite éliminer les structures supérieures ou posées sur le bâtiment. Et puis, nous allons également donner la priorité à l'élimination de la tour sud et enfin de la tour nord qui est construite en béton. Donc là, la démolition sera plus lente et on passera à la segmentation de la structure elle-même pour en faire une démolition plus aisée. Et nos déchets seront nettoyés et ensuite ce sera donc emmené dans une installation qui les transformeront en déchets à faible niveau de radiation. Alors, merci d'avoir participé au webinaire. Merci aux membres de notre équipe de projet et donc au personnel de Chalk River. Mike?
Parfait, merci beaucoup, Patrick Mansfield et Patrick Akins. Et donc, vous nous avez donné une mine d'informations sur le projet de désactivation. Et nous allons passer aux questions à présent. Pourquoi est-ce que l'on donne des bâtiments délabrés et en mauvais état aux équipes chargées de la désactivation? Oui, je vais répondre à cette question. Patrick a pris une petite pause. Excellente question. Pourquoi dans cet état de dilapidation? Eh bien, je pense que on a essayé d'accélérer la sortie des gens des anciens bâtiments pour les installer dans les nouvelles structures. Et donc, nous avons le bâtiment 215, qui est un nouveau bâtiment. Et donc, nous faisons des expériences dans le bâtiment 250 jusqu'à la désactivation. Et donc, il y avait quand même un important roulement. Et donc, les gens ont pensé que on a essayé d'améliorer la première démarche. Et donc, c'est ce qu'on appelle la phase. La phase de nettoyage post-opérationnel. Et donc, on fait cela avant même le transfert en vue de la désactivation. Et là, nous aidons les membres des secteurs opérations à bien identifier et répertorier les différentes catégories de déchets. Et donc, cela permet donc déjà d'éliminer une bonne partie des déchets de ces installations, mais de la façon appropriée et prescrite. Et donc, nous avons fait cela dans une cinquantaine d'installations qui sont exposées ou programmées pour la désactivation. Et donc, nous travaillons en collaboration étroite avec les équipes opérationnelles et de manière à le faire de façon étapisée. Voilà. Merci, Patrick Atkins. Ensuite, des questions concernant le réservoir d'entreposage actif. Les Patrick, je ne voudrais pas vous mettre sur la sellette pour nous donner des chiffres précis, mais si vous n'avez pas les chiffres en tête, nous pouvons toujours envoyer par écrit les réponses à tous les participants. Quel a été le champ résiduel de radiation résiduelle après l'extraction et le pompage du tank? Et est-ce que vous allez procéder ensuite à la solidification suivie de l'élimination du réservoir? Ce réservoir avait été utilisé dans les 50 et donc on avait pris du déchet solide expérimental. Et lorsque ce que l'on appelle la caractérisation, la reconnaissance des différents éléments ou l'analyse, eh bien, on a vu qu'il y avait très peu de plutonium et des solutions acides. Et donc, nous souhaitions faire l'extraction pour commencer. Par exemple, renforcer la structure du réservoir et pour avoir une extraction sécurisée. Merci. Quel a été le terme source, disons, ou la condition source pour l'extraction du réservoir? Je ne sais pas quels étaient les radians, mais c'était une solution elle-même qui avait des particules qui contenaient du ciment émery. Et donc, je ne peux pas vous dire quelles étaient les teneurs exactes de source.
d'éléments sources. Oui, merci Patrick. Et davantage d'informations à la personne qui, si on peut toujours écrire à ces gens-là. Passons maintenant à la question suivante. Comment est-ce que vous programmez la désactivation dans des bâtiments qui remontent à différentes étapes de construction et à différents âges, et comment le faire aux différentes étapes de désactivation? Oui, merci. Patrick, tu veux bien commencer? Je compléterai. Un bâtiment comme le 250 est différent et donc il y avait tout un éventail de bâtiments qui ont été désactivés. Et donc, et la démarche qui a été adoptée ne change pas du point de vue de la prise de connaissance de l'analyse, c'est-à-dire qu'on nous confie le bâtiment et donc nous faisons des analyses pour faire des évaluations du site. Nous avons un plan également d'élimination. Et donc, on l'a dit. Et donc, pour nous, la phase importante de la désactivation, c'est la phase que l'on appelle en anglais characterization, c'est-à-dire l'analyse des différents éléments et alors que c'est la même chose qu'il s'agisse d'une petite cabane dans les bois ou d'un bâtiment. Nous devons de toute façon recueillir ces données dites de caractérisation. Merci. Bien, alors la question suivante poursuit. Il y a eu donc, vous avez fait des découvertes ou des trouvailles inattendues? Non, je dirais pas. Je pense que de manière générale, nous n'avons pas eu de grosses surprises concernant des risques qui avaient été pré-identifiés ou des sources. Et donc, c'était surtout disons, nouvelles considérations concernant les matériaux disponibles. Mais s'agissant des sources, eh bien, nous trouvions les choses comme on les trouvait sur le terrain. Et donc, nous avons toujours envisagé et laissé l'espace voulu pour les inconnus ou les variables inconnues. Merci. Est-ce que les informations de désactivation peuvent être utilisées pour de nouvelles conceptions? Par exemple, les contenants qui sont utilisés. Excellente question. Nous ne faisons pas beaucoup de liens pour la conception de nouvelles installations. Il y a des équipes spécialisées qui visent notamment pour ce qui est de la sécurité. Donc, nous ne le faisons pas dans la perspective de la désactivation, non. Question suivante, qui déborde peut-être le champ de notre étude. Et donc, nous avions une discussion concernant l'acceptation des critères encadrant les déchets. Donc, nous pourrions voir cela de façon par écrit pour tout le monde. Et je pense que la première partie, on peut répondre à la première partie de la question. Pourriez-vous décrire donc votre idée de l'état final pour la désactivation du 250? Oui, en effet, il s'agissait d'adopter une approche holistique. Et donc, l'état final consiste à est élaboré avant même la désactivation
Et donc, il faut avoir un plan de désactivation détaillé et donc qui précise au CNSC quelle est notre démarche. Il faut que cela soit approuvé par le CNSC avant de commencer la désactivation. Et j'ai parlé de la façon dont nous nous consacrions à la détermination de l'utilisation des terrains et cela dans le cadre d'une approche intégrée. Et pour ce qui est du bâtiment 250, c'était un bâtiment de choix et donc notamment un terrain tout de grande, très apprécié, très recherché. Donc tout ce qui se trouve sous la surface est destiné à la troisième phase du programme dont j'ai parlé, c'est-à-dire la réparation et l'atténuation environnementale. Et on essaye donc d'adopter la même approche pour les installations non munies d'un permis ou d'une licence. Même démarche. Merci, Patrick. Oui, alors s'agissant du reste de la question, si les déchets répondent aux critères du NSDF, nous allons poser la question aux experts et vous apporter la réponse dans un courriel. Question suivante. Comment envisageriez-vous d'affronter la contamination alpha résiduelle dans l'extrémité nord? Et nous n'avons pas encore reçu les données de caractérisation. Nous savons qu'il y a des ingrédients, ou nous pensons qu'il y a des ingrédients alpha. Une fois que nous aurons des échantillons pour les différents endroits ou les secteurs où, par exemple, il y a eu pénétration, cette infiltration dans le béton, alors nous allons mettre en œuvre les pratiques que nous avons déjà appliquées dans d'autres projets. Et donc, nous pouvons, par exemple, araser et faire en quelque sorte gratter un 1/8 de pouce de béton de surface ou faire une dissection structurelle du bâtiment. Et dans le pire des cas, nous réglons le problème et ensuite on passe à la phase de démolition. Merci. Merci Patrick Atkins et Patrick Mansfield pour ce séminaire, ce webinaire plutôt. Et nous allons, encore une fois, nous allons envoyer un courriel à tout le monde avec des précisions écrites et vous pouvez le suivre sur YouTube, ainsi que les réponses aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre de façon exhaustive. Et si vous souhaitez recevoir un exemplaire à amstakeholder.cnn.ca. Merci de Patrick, encore une fois, et nous vous reverrons maintenant dans quelques minutes pour le séminaire NBD. Merci.